Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette leçon de cinéma de Pascal Thomas, donc dans le cadre de sa rétrospective intégrale à la Cinémathèque française. Alors on a choisi Mercredi, folle journée, film de 2001, qui selon moi, mais peut-être selon Pascal aussi, il va nous le dire, est l'un de ses films les plus réussis, ou en tout cas la somme des choses, je dirais, qu'il réussit le mieux. Voilà. Donc d'abord, question rituelle, qui découvre le film pour la première fois? Eh bien voilà, c'est-à-dire quand même la majorité de la salle. Merci. Donc on va parler évidemment du film, mais aussi de toute l'œuvre, on va peut-être pas tout, mais les autres films de Pascal. Est-ce que tu veux dire un mot d'introduction? Oui, j'espère être court. Je ne pourrais pas comme toi dire que c'est un des films les plus réussis, parce que je ne peux pas me complimenter. Je veux dire que c'est un de mes films préférés, par le sujet, par le jeu des acteurs, le fait qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées sur le tournage, comme toujours avec mes films, mais là en particulier, qui un nom est à mon avis parfait dans ce film de père insouciant et pas forcément efficace, qui paraît-il me ressemble. Quoi d'autre? On a beaucoup d'acteurs qui devient aussi plat que toutes les présentations, c'est beaucoup de présentations que j'ai vu faire, sauf toi, oui, qui te prépare bien. Mais bon, est-ce que c'est l'émotion? Je ne sais pas, vous allez voir le film, et c'est ce qu'il y a de plus... Ça sera moins plat après. Ça sera moins plat, voilà. Bon, excusez-moi, je suis content qu'il y ait M. Stanouch, qui est de la Warner, un Wolfien émérite, voilà, on a aussi un jeune homme qui a fait une chanson, qui est en train d'écrire une chanson sur Cœur pas la bouche pleine, sur ce film, Mercredi, folle journée, derrière la caméra, là. Voilà, qui a été un de ses chocs cinématographiques à la fin de son adolescence. Bon, et puis vous tous, bon, qui j'espère aurait à la sortie ce visage que j'aime avoir sur les spectateurs qui viennent de voir un film, un visage apaisé et heureux. Voilà. Merci d'être là. Je ne suis pas tombé. Excuse-nous pour le problème de bascule, mais la projection 35 mm, c'est à la fois mécanique et humain. Donc de temps en temps, voilà, ce sont des choses qui arrivent, même si maintenant qu'on projette, sauf ici, majoritairement en numérique, on n'a plus l'habitude que ça arrive, mais des fois ça arrive. C'est très bien, parce qu'on sait que ça va se réparer, alors que le numérique, ça s'arrête. Ah oui, le numérique, ça s'arrête et ça repart pas, surtout, tandis que le 35 mm, ça repart. Donc voilà, Pascal Thomas, Mercredi, folle journée, un film que tu as fait il y a un peu plus de 20 ans. Et en le voyant, je maintiens tout ce que j'ai dit avant la projection. Je ne l'avais pas vu moi-même depuis 20 ans, et d'ailleurs je me suis aperçu que je m'en souvenais extrêmement bien, un souvenir très précis. Tu sortais du succès de La Dilettante, donc c'était forcément plus facile. Qu'est-ce qui a présidé à l'écriture du film? Enfin, la première idée, c'était quoi? C'était les enfants? Les enfants, oui. Là, je voulais faire un film avec beaucoup d'enfants, et cette idée-là est venue... mercredi, c'était un de mes enfants qui était en congé le mercredi, et est né bien sûr de ça. Que font les parents, que font les enfants? Laissons les enfants libres, et puis croisons les histoires à la fois heureuses, dramatiques.
l'accent dramatique est venu, comme toujours, en cours de tournage. D'ailleurs, les distributeurs, je crois que c'était Pathé, oui, quand ils ont découvert ce qui arrivait à la malheureuse mère de Marilyn, à Isabelle Carré. Ils m'ont demandé, mais c'était pas dans le scénario. Mais j'avais dit, mais si, il y avait une ligne, une ligne c'était intérieur, bon, elle s'allonge sur le lit. C'est pas exactement ce qui s'était passé. Et donc, ils voulaient couper ça. Je leur ai dit, non seulement je ne couperai pas, mais dans toute histoire heureuse, il faut toujours mettre un accent, un contraste, comme toujours, puisque c'est ça ma permanente préoccupation sur un film. Tout doit être en contraste. Tout doit être différent, les physiques doivent être différents, le phrasé de chaque acteur doit être différent. Il faut beaucoup de lieux et différents aussi. Et là aussi, bon, on a la vie, on a la mort. C'était, je ne veux pas dire une des richesses des films, c'est la richesse des films, qui est les choses les plus variées et les plus inattendues peut-être. Je crois que ce film-là, dans sa construction, l'inattendu joue beaucoup. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas qui on va voir, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon. Et en même temps, enfin, il fallait quand même un nombre d'éléments définis. C'est-à-dire, est-ce qu'avec tes co-scénaristes, est-ce que la discussion était aussi, quand même, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnages, il faut que le spectateur s'y retrouve, il faut pouvoir suivre les événements sans les perdre. Enfin, j'imagine qu'il y avait une construction difficile de tenir tous les fils à la fois, sans justement en perdre. Attends, c'est pas le scénario qui a fait le film, c'est le tournage. Pour moi, le scénario, c'est des lignes. Et puis au tournage, il y a eu énormément de choses inventées là. Les rugbyman qui chantent, ça vient du casting qui a été fait. J'ai pas en mémoire tout ce qui a pu être inventé sur le tournage, mais il y a vraiment tout ce qu'il y a autour du commissariat. Le rôle joué par la sœur, il y a beaucoup pas d'improvisation, mais de modification de scène. Disons que le scénario était la base, mais qu'ensuite il s'agissait de laisser rentrer, peut-être pas l'improvisation, ce qui serait un mot pas forcément exact, mais en tout cas la vie, enfin l'aléa, l'accidentel. Et puis en plus avec les enfants, tu es obligé de laisser la vie, de les laisser inventer, on les dirige pas. Ils sont, et puis ils s'interprètent à leur façon, et puis c'est sans cabotiner, bien sûr. Enfin, je crois que le jeu est juste, il n'y a pas trop de fautes dans la façon de dire, de jouer. Et alors, il y a une chose dont je ne m'étais pas aperçu, c'est un peu le filigrane dramatique du film. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais joué aux courses de ma vie, j'ai aucune addiction au jeu, je suis désolé. Mais, moi non plus. Et à l'héroïne non plus, d'ailleurs. Mais je me suis aperçu qu'en fait, il y avait quand même ce thème-là, c'est-à-dire qu'il y a deux addictions. Elle est camée et elle en meurt, mais lui, il ne peut pas passer une journée sans perdre son argent au jeu. C'est une autre addiction, peut-être moins mortelle, mais grave aussi. Non mais ça peut être mortel, hein, mais enfin bon, ça peut être heureux. Je sais pourquoi on parle de ça, parce que il y a un des cas, j'ai fait La Dilettante. La Dilettante, c'était Toscan du Plantier qui produisait. J'ai raconté l'autre fois, ça ou pas, non on ne sait plus ce qu'on a dit. Et puis, son directeur de production, au bout d'un moment, on était en pleine préparation, il me dit écoutez, Pascal, on doit arrêter, il n'y a plus d'argent. Bon, ça, il n'y a plus d'argent. Non, on n'a plus assez d'argent, on a vu trop grand, etc., trop petit, et c'est plus. Et j'ai dit combien manque-t-il? Il me dit il me donne un chiffre, je lui dis je vous les donne, comment ça se fait, quand vous avez cet argent? Je lui dis oui, j'avais gagné au loto-foot une semaine auparavant. Donc on a mis l'argent, pas des courses, du foot, dans la production du film. Mais en même temps, je suis pas un addict, je m'amuse plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'était agréable et
ça aussi, ça s'est beaucoup développé hein, sur le tournage, le vol de l'argent du commissaire. Les scènes ont été inventées vraiment au fur et à mesure. Hein. Et surtout parce que inventées par le dialogue, parce que avec Cabiglioli et Nathalie, il y avait un plaisir d'écrire ces scènes avec ces dialogues, ces paradoxes, ces citations. Vous voyez, la cour, on ramène je ne sais plus qui, Pasteur, et tout ça, mais dit le plus naturellement possible, sans faire des profs. Quoi. C'est vraiment une question de ton et de point de vue, parce que là, c'est montré presque comme une parenthèse enchantée. Elle a sa grenadine, elle est dans un café PMU, et tout va bien. Pardon, mais c'est les endroits les plus sinistres du monde. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec sa mère. Elle a plutôt raison de l'engueuler quand même. Faire passer une gamine, je sais pas, elle a 10 ans, mettons, du 9 ou 10 ans, dans un café PMU tout un mercredi après-midi, il y a mieux. Oui, bah non. Alors, ma question, c'est comment faire pour que ça ne soit pas sinistre, en fait. Oui, bah faire un peu comme ça. Faut pas y rester trop longtemps, quoi. Bon. Et puis on suit avec le caractère de ce père perdu, paumé, rejeté, perdu en lui-même. Mais c'était intéressant à traiter. De toute façon, comme toujours dans les films, les hommes sont faibles, sont perdus dans leur rêverie. La femme, là encore, même les enfants, les gamines sont plus fortes que les gamins. Ça a toujours été, depuis le début, ça a été comme ça. Bon, dans Mikovski, c'était comme ça, dans les Oiseaux, c'était comme ça. Je trouve que le caractère féminin est plus riche que les à traiter, en tout cas, mais certains hommes, certainement. Chez Raoul Walsh, non, c'est vrai qu'on trouve des femmes extrêmement fortes chez Walsh. Sur cette histoire de récit, disons, comment tu t'es aperçu au cours de ta carrière, peut-être en vieillissant, en évoluant, que le côté scénario en béton qu'il faut tourner, et tout est là, et c'est une sacrée sécurité, etc., cette espèce de croyance, quand est-ce que tu t'es aperçu que, peut-être c'est dès le début, que c'était pas ton genre, que c'était pas ta nature, et que, justement, tes films seraient réussis si tu arrivais à y laisser entrer la vie, à y laisser entrer la spontanéité. Oui, il n'y a pas d'idée de réussite, c'est vrai, il y a l'idée d'amusement, de croire aux scènes qui sont mises en place. Les scénarios n'ont jamais, à part peut-être la dilettante, parce que c'est des Lourcel qui avaient... Quoique, la dilettante, il y a eu le problème que j'ai eu avec ce génie, Jacques Lourcel, parce que c'est un type très doué, très intelligent, et le problème qu'on a eu avec la dilettante, c'est que le scénario était trop long. Il y avait, je sais pas, disons, 350 pages, 300 pages, et je retirais certaines scènes, ils disaient non, il faut faire comme les Américains, on tourne tout, et puis après, on coupe. Il n'y avait pas les moyens de tourner tout. Donc, le film s'est tourné avec réduit, mais tout ce qui reste de la dilettante. Il y a beaucoup de choses de la dilettante qui étaient déjà sur le scénario. Voilà. C'est peut-être le seul film qui soit à ce point écrit. Puisque tu en parles toi-même, Jacques Lourcel, c'est l'auteur d'une Somme, qui est le dictionnaire des films en bouquin, c'est un des plus grands historiens et critiques et érudits français sur l'histoire du cinéma. Mondial. Voilà, mondial, absolument. Il lui arrive même d'aller à la cinémathèque, mais rarement. Parce qu'il considère qu'on ne passe que des films qu'il a déjà vus. Ah bah oui, il a donc on ne fait pas notre boulot, en fait. Et évidemment, si on travaille pour Jacques Lourcel, bon, c'est ambitieux. Mais comment ça s'est passé, ça, par exemple, d'aller écrire un scénario avec lui? Au départ, je le voyais quand au Mac Mahon, j'étais un gamin par rapport à ceux qui Tavernier, Lourcel, etc., qui étaient, je sais pas, 7, 8, 10 ans de plus que moi. Et quand il a vu les Oiseaux, il a été emballé par le film, il avait écrit l'éloge du film dans Mathieu. On s'est rencontrés, et puis pas pour le deuxième film, le troisième film, en parlant, il dit est-ce que vous écririez pour le cinéma, etc. Donc il est intervenu un peu sur le Chaud Lapin. Et puis
Après, bon, on discutait. D'abord, on voyait un film chez lui. Ensuite, on discutait un peu. Et puis après, on pouvait se parler au téléphone. Mais les choses se sont assemblées comme ça. Bon, maintenant, pour la dilettante, c'était... moi, je voulais plus faire de cinéma. Le scénario qui était écrit par lui, il a pris, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça. Moi, je faisais de la publicité. D'ailleurs, vous voyez, je dis ce que j'en pense dans le film, là. Et le cinéma, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'en détachait. Et donc, le scénario écrit par Lausel avait cette richesse, mais était pas intournable, mais on ne pouvait pas le produire, on n'avait pas les moyens de le produire. Donc, j'ai un peu tempéré son imagination, la richesse du scénario. Voilà. Quand tu dis que tu voulais plus faire de cinéma, c'était entre quel film et quel film? Enfin, cette période où tu t'es consacré essentiellement à faire des films publicitaires et tu préférais, ça a duré quelques années quand même, tu préférais ne plus t'en mêler, c'est toutes les années avant La Dilettante, parce qu'au début des années 90, ta modestie devrait-elle en souffrir, mais tu fais un film très réussi et qui en plus marche bien, c'est Les maris, les femmes, les amants. Ah oui, oui. Voilà, donc ça va. Oui. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le milieu que j'aimais pas. Disons que je suis très littéraire, et puis j'ai la vanité de beaucoup, tout ça m'agaçait un peu, comme j'avais plus envie d'entendre, je suis un génie comme acteur, je suis génial comme actrice, je suis le plus grand chef opérateur, je suis ceci, cela. Bon, ça c'est barbant. Donc je suis réfugié dans ce que j'aimais à l'époque faire, dans la bibliophilie, dans la collection de manuscrits. Je collectionnais des manuscrits. Mon truc, c'était de collectionner des manuscrits de brouillons. Donc j'ai eu des pièces très très corrigées. J'ai eu des choses de Marcel Aimé, j'ai eu des choses de Borges, j'ai eu des choses des manuscrits de Léoto, beaucoup, de Beaumarchais. Voilà. C'est ce qui me plaisait. D'ailleurs, il y a une anecdote, si j'ai raconté, tu m'arrêtes. Je tournais un film publicitaire à Miami, j'ai déjà raconté ça ou pas? À Miami pour des crèmes, Et puis, avant de partir, j'ai vu chez Sotheby, ils vendaient un manuscrit de Borges, L'homme au coin de mur rose, El hombre de la esquina rosada. Et donc, je vais chez Sotheby, je leur dis, voilà, je vais en acheter. Et c'était le début des portables. Donc, je me retrouve à Miami, je téléphone à la personne à qui j'avais rendez-vous, ça se vendait à New York, et donc pendant que la fille était crémée de la crème publicitaire, j'ai acheté un des plus beaux récits de Borges, L'homme au coin de mur rose. Voilà. Ça faisait partie de la richesse des situations, et voilà, ça m'a passionné. Maintenant, comme toute chose, c'est abandonné, mais voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et puis après, oui, je faisais beaucoup de publicité. Ça me préoccupait pas. Je faisais tout dans la publicité. Châtillès, qui est un ami, et d'autres voulaient faire de la publicité un 8e art. Moi, je dis non, c'est du commerce, on y va, etc. Je faisais tout, même les couches confiance, j'ai pas peur. Et donc, j'ai fait ça, j'ai dû faire, je sais pas, 1000 films publicitaires, mais sans en être atteint, sans être, je pense, déformé. Ça me permettait aussi d'acheter des manuscrits. Donc, je me suis lancé je me suis mis dans une situation de ce type, voilà. Et je continuais à lire beaucoup, à aller au cinéma, et à faire mille choses, à voyager, tout ce que les gens font. Mais ça, c'est peut-être un de tes paradoxes, parce que il y a au moins quelque chose dont on t'a jamais qualifié, ce qui n'est certainement pas un compliment quand on emploie ce terme, c'est d'être un cinéaste littéraire. Donc tant mieux. Mais, non, surtout pas. Hein. Et surtout pas. Mais en même temps, parmi les gens que je connais un peu dans le cinéma français, personne n'est un plus grand lecteur que toi. Donc c'est assez amusant de voir quelqu'un qui est baigné de culture, et plutôt de culture classique, et qui invente
avec les Oiseaux, c'est ton premier long métrage, et le court métrage que tu as cité, qu'on a passé, que j'avais jamais vu, qui est effectivement très réussi d'ailleurs. Ce qu'on a appelé à l'époque le nouveau naturel, une certaine forme de naturalisme, enfin, est-ce que pour toi il n'y a aucune contradiction là-dedans, ou alors justement est-ce que ça perd l'un, la culture littéraire permet aussi d'aller vers l'autre? C'est le mot culture qui est un peu gênant, c'est l'amusement, c'est le plaisir, mais la culture, non, mais pas. Ce qui vous vient, il y a aussi beaucoup dans mes films, mais d'ailleurs, quand on cite, les auteurs sont nommés, mais je ne sais pas. Que dire non, je ne sais pas, un film littéraire, il faut pas sentir que c'est écrit, il faut sentir que il faut que ça soit vivant. Ce qui compte, c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est la vie. On ne cherche pas à faire des gloses, des machins, et surtout pas de message. Ça, c'est pour moi, c'est l'horreur absolue des œuvres qui se veulent messagères. Quand tu as commencé, tu étais journaliste. Oui. Tu as fait donc ce court-métrage, tu es devenu ami avec Claude Berry, qui t'a un peu... Oui. Alors, raconte. Alors, c'est... Quand j'écrivais, quand j'étais pas l'impression de me répéter, que j'étais étudiant en lettres, je vais au bus pour trouver du travail l'été, parce que j'ai pas de sous, mais ma mère nous étions très, très modestes, hein, il n'y avait pas d'argent du tout, donc pour gagner un peu d'argent, je cherche à trouver une place, et au bus il me propose de rentrer dans un journal, et en fait, j'entends journaliste tout de suite, j'avais déjà écrit quelques papiers dans les journaux de Montargis, tout ça, et puis bon, dans le journal du lycée de Fontainebleau. Et j'entends journaliste, et en fait c'était pour faire huissier. C'était donc celui qui ouvre les portes, donne le courrier, etc. Bon. Donc, comment rentrer dans un milieu, je ne sais pas comment rentrer dans un journal. Donc c'était une façon. Ensuite, je me suis lié d'amitié avec les différents rédacteurs. Il y avait Paul Janoli, qui était le père de Xavier Janoli, Henri Marc, Charpie, qui s'endormait sur son bureau, qui dormait 2 heures par nuit, et qui était la secrétaire. Si on mettait des pétards si on voulait le réveiller en criant fort, il dormait, et sa secrétaire, pour le réveiller, arrivait près de son oreille, il faisait « Pierre, il faut vous réveiller !» Bon, il se rugissait. Donc c'était des gens de grande fantaisie aussi. Et donc, j'en suis où? J'ai perdu. J'ai perdu dans ce... Tu as perdu ton fil. Donc, comment finalement tu arrives au cinéma? Je deviens ami avec... Et puis je dis à Janoli, aux autres, que je voudrais rentrer dans... Est-ce que je peux rentrer dans le journal? Parce que je voulais pas faire huissier de toute ma vie, j'ai fait 2 mois. Hein. Et sur quoi voulez-vous écrire? C'était... j'ai dit, sur les livres, le cinéma et les films... un peu la musique et les faits divers, et je ne voulais pas faire des choses, la politique. Et pour moi, c'était ils étaient très étonnés parce que tout le monde voulait faire des articles sur les politiciens. Et moi, je pensais que c'était disons un sous-genre, hein, pour dire vite. Et donc, j'ai commencé à écrire beaucoup sur le cinéma, dans pas mal de journaux. D'abord Candide, Paris Presse, des choses comme ça. Et je voyais, donc j'avais des interviews à faire. J'ai pu faire, dans des ordres, Truffaut, Melville, Hitchcock, bien d'autres, Demy, Varda. Je suis allé leur tournage en Amérique et tout ça. Je faisais un portrait de Berry pour le journal Lui, et sur la table, il y avait des scénarios. À l'époque, j'écrivais un roman qui s'appelait Les garçons pleurent aussi. Pas terrible comme titre. Et je vois que je feuillette un scénario, je dis, c'est pratique. Il n'y a pas de description dans les scénarios. Il y a intérieur, cinémathèque, ils sont assis sur 2 fauteuils qu'on a installés entre les bouteilles d'eau minérale, et les spectateurs ont la patience d'écouter le monologue désolant du cinéaste interrogé, et après, bien hop, on met le dialogue. Et je dis à Claude, non, c'est vachement bien, là, il n'y a pas de... Parce que j'avais beaucoup de mal pour les descriptions. Je voulais faire du Chardon, du Flaubert, tout. Et j'ai dit, bien, on fait ça, et puis... il dit, écris un scénario, prends un épisode de ton bouquin, et on le tourne. Et je le produis.
Donc c'est ce que je fais. Je rentre chez moi, je vois un épisode qui était, bon, ça se passait en milieu scolaire. Enfin, c'est le portrait d'un garçon qui avait des tocs, on appelait pas comme ça à l'époque, et je le fais taper au journal. J'avais comme secrétaire à l'époque, oui, j'étais à elle aussi, et ma secrétaire c'était Charlotte Julien, la fleur de province. Tu te rappelles de Charlotte Julien? C'était une chanteuse très amusante. Donc elle tape ça, on envoie ça à Claude, et 4-5 mois plus tard, il m'appelle en me disant on a eu la plus grosse avance sur recette donnée à un court-métrage. Ah bon, très bien. On tourne. Je dis non, Claude, on tourne quand? Le plus vite possible, mais je pars aux États-Unis pour 3 mois. Je vais faire des reportages, des tournages, Gilles Kelly, Barbara Streisand, je ne sais plus qui. Et tu parles quoi, dans 5-6 semaines, il met tout en place. Il met tout en place pour la production. Et c'est sa sœur Arlette Langman qui était script, enfin, Jean Chiabot, opérateur, Dominique Le Rigoleur, assistante de Chiabot, qui est devenue une grande chef opératrice. Et donc les repérages sont faits au lycée en forêt à Montargis pour trouver les gamins. Et là, je voulais que le gamin soit mignon, enfin, comme un gamin de pub, ou de, je sais pas, et un premier rôle, tu vois. Bon. Et puis, en cherchant, je vois que un gamin un peu bizarre, Antézac, c'était son nom. Il avait une veste qui était trop courte, il se tenait mal, et il ne pouvait pas avancer c'était à la sortie du réfectoire. Les types avaient bouffé des cerises, ils avaient gardé les noyaux dans la bouche, ils ne pouvaient pas faire un pas sans qu'il y ait un mot qui lui crache les noyaux au visage. Et puis après, il va vers les filles, elle leur pousse, il dit oh là là, celui-là, il faut le sauver, et je lui ai donné le premier rôle. Et d'ailleurs, il s'est révélé excellent. Hein. Mais d'ailleurs, des gamins me disaient mais pourquoi t'as pris Antézac, etc. Je dis il va être très bon, vous allez voir, bien meilleur que vous êtes des nazes, des brutes. Et en effet, il était excellent, mais la chose terrible, c'est que la nature a horreur du vide. Il y avait un môme qui avait échappé au bizutage, et quand Antézac, ça a été terminé pour lui, les bizutages, ils sont tournés vers l'autre gamin. Donc ça m'a... Bon, c'était comme ça, mais c'est terrible comme point de vue sur le comportement des humains ou des garçons, très tôt, il y avait quelque chose de concret qui s'était présenté à moi. Voilà. C'est frappant dans l'élève Mikovski comme dans les Oiseaux ensuite. C'est-à-dire que les Oiseaux, ça a eu un énorme succès, ça a vraiment très très bien marché, ça t'a lancé. Quand on revoit le film, là, ce qui nous est arrivé en fin de semaine, c'est certes réussi, mais c'est pas forcément très gai, en fait. Non, mais il ne s'agit pas de faire de la comédie tout le temps, mais on montre les choses comme elles sont. Puis, moi, je préfère montrer des moments, enfin, que le moment heureux, ça soit majeur, enfin, soit le plus long, enfin, celui que je choisis, oui. Ceux que je choisis. On va être plus gros, j'ai pas même ma phrase. Est-ce que dans ces films des années 70, Les Oiseaux, Le Chaud Lapin, Pleure pas la bouche pleine, Confidence pour confidence, est-ce que tu as la conscience, enfin, d'être de plus en plus à ton aise, de commencer à pédaler de façon aisée quand même dans le cinéma, et d'être de plus en plus ambitieux? Parce que moi, peut-être que mon préféré dans cette série-là, c'est Confidence pour confidence, mais qui est un film quand même qui prend beaucoup de temps, qui est ample, qui est une bonne partie de la vie d'une jeune femme, qui parle de choses pour le coup pas gaies du tout, les drames qui peuvent arriver dans la vie, les pertes d'enfants, etc., etc. Est-ce que tu sens que en partant des Oiseaux, tu commences à te déployer et aller vers d'autres territoires? Non, j'ai pas d'ambition, j'ai jamais eu d'ambition, non mais vraiment, hein, bon, les sujets se présentaient, il fallait les réussir, on a l'ambition de réussir, même s'il ne faut pas le nommer ça comme ça, on a envie, on veut que ça soit bien, mais d'ambition, j'ai pas eu d'ambition de carrière, j'ai ambition de... non, rien, ça m'est étranger complètement. Mais par contre, je veux réussir, ce qui est en train de se faire. Là, maintenant, en voyant le film, je l'ai pas vu très longtemps, je disais
à ma voisine, bah, qu'est-ce qu'il y a comme truc je ne me rappelais pas que c'était aussi abondant. Ce qui compte, c'est de ne pas s'ennuyer. C'est tout d'un coup, c'est inventer le plus possible pour ne pas s'ennuyer. Des oiseaux. C'est appelé Frédéric et François sur plusieurs coups à la fois. D'ailleurs, c'est presque prémonitoire. Mais je ne connaissais pas du tout, enfin, même pour Vygotsky, je ne connaissais pas du tout la façon de tourner. J'ignorais toute la technique. Et c'est à tel point, encore une chose que je raconte souvent, j'espère que je ne l'ai pas raconté, et que des gens qui sont là n'ont pas entendu ça plusieurs fois, mais on arrive sur le tournage, les machinistes posent le pied et les pieds de caméra, et on met sur ce pied un objet métallique rond, avec des barres, qui s'appelle une tête Rodford. Ça sert à poser la caméra pour pouvoir faire les mouvements. Et je crois que c'est la caméra. Claude disait on va tourner en Super 16. Et je dis non, c'est marrant, une caméra Super 16. J'aurais vu l'échange de regards de Chiappo et de Dominique, c'était bon, là, on est bien marré avec celui-là. La chance, ce que j'avais, c'est comme j'ai été bègue, j'essaie d'être le plus clair possible. Parfois, je bute, etc. Et dans ma tête aussi. Donc, pour le cinéma, ça a été où poser la caméra, là où le spectateur peut mieux voir ce qui se passe, entendre ce qui se dit. Il aime pour les déplacements, on accompagne, etc. Et peu de plans. C'est-à-dire pas d'abondance de plans. La vie, elle est dans le plan séquence. Et même le premier plan des oiseaux, c'était presque théorique, une déclaration de style. C'est-à-dire que ça durait toute la chanson. À l'époque, j'avais mis Run the Clock, qui n'a pas pu être conservé. Mais c'était la poursuite d'Annie Collet et par les deux gamins. Ce n'est qu'un plan séquence. C'était pour dire, voilà, vous allez voir un metteur en scène qui aime un film où on a aimé le plan séquence. Je dis, je n'ai pas du niveau de Preminger, hein, bien sûr, mais c'est une volonté d'être clair. Mais la technique, bien sûr, il ne faut pas se laisser impressionner par ça, d'accord. Tu connais l'anecdote de Chabrol qui, comme toi, sur le premier jour du tournage du Beau Serge, son chef opérateur qui était Jean Rabier lui dit venez vérifier le cas de Monsieur Chabrol. Il met l'œil et il dit je vois rien, c'est tout noir. Et Rabier lui dit c'est normal, c'est un boulon. Il avait mis l'œil dans un boulon. Donc on a vu des pierres comme lui. D'ailleurs, on entendait très bien avec lui. Si je le raconte, c'est qu'il l'a raconté, tu vois. Oui, non, mais je connais l'histoire. Ça, d'accord. Mais les acteurs, qu'ils soient acteurs ou qu'ils soient débutants, amateurs, inexpérimentés, eux, il faut leur parler. Quand est-ce que tu t'es aperçu que ça, tu savais le faire, pour le coup? Ce qu'on appelle pompeusement la direction d'acteur. Et c'est vrai que c'est pompeux, tu n'en veux pas. Ok, mais sans parler de direction d'acteur, il faut bien leur dire quelque chose. Voilà, c'est ça, je change à chaque scène. Je parle peu, je parle beaucoup parfois. Je ne donne jamais d'indication d'intention. Voilà, surtout, parce que souvent les acteurs vous disent qu'est-ce que pense le personnage, définissez-moi le personnage. Je me rappelle, une des acteurs, pour la dilettante, Catherine me disait, mais c'est quoi la psychologie? Je dis, d'accord, je connais pas le mot, c'est pas un mot dans mon vocabulaire. Oui, mais la psychologie des personnages, si vous dites, je suis né avant Freud, je ne peux pas vous dire ce que c'est que la psychologie, ça va encore été inventé pour moi. Donc, ce à quoi je suis attentif, mais c'est ce à quoi on est attentif dans la vie, c'est la façon. Par exemple, là tout à coup, tu vois, le monsieur, il s'est gratté un peu, là il a pris un truc, il a posé sur le fauteuil. Ben, hop, je vois ça, si tiens, c'est intéressant pour la scène, je le mets dans la scène. Bon, tout ce qui visuellement, tout à coup, dans le dernier film, à un moment, les deux personnages arrivent à un hôtel, et puis j'avais vu les personnes de l'hôtel changer de matelas. Donc, en fond, comme figuration, on garde les transports de matelas pour enrichir le plan. Pour le jeu, c'est pareil. Les gens, en répétant déjà, le dialogue n'est pas forcément écrit, on lit la chose, surtout ne pas faire de pause, d'effet, dire les choses comme elles viennent et à la façon dont
les gens ne se rappellent pas exactement ce qui doit être dit. Alors, ils adaptent à leur manière, à leur façon. Donc, je conserve tout ce qui enrichit la scène, voilà. Et que ça vienne des acteurs, que ça vienne des machinistes, que ça vienne du temps qu'il fait. Dans un des films, tout était... il y avait beaucoup de scènes, c'était celles qu'on n'a pas eues, les scènes de lien devaient être par très très beau temps. Il a plu tout le temps. On a pris la pluie, on a fait en sorte de s'adapter à ça, etc. Je crois que c'est pas de direction, c'est des adaptations constantes, avec des indications, à l'œil, à l'oreille, on entend, on voit que ça va. Je sais pas, j'arriverai pas à définir c'est sans autorité du tout, mais on va vers le chemin qui est tracé, quoi. Et le choix des acteurs, alors là on peut prendre un exemple ici parce que je le trouve absolument formidable, je dois dire, et il vient d'un cinéma qui me paraît assez éloigné du tien, c'est celui des frères Dardenne, Ouais. c'est Olivier Gourmet, C'est un génie, hein. qui est, je trouve, magnifique dans ce film. Ouais. Comment tu as eu envie de lui, envie de lui faire interpréter ce rôle de Pour l'avoir commissaire? vu, l'avoir rencontré, on s'est entendu, c'est souvent comme ça. Hein. Non, mais lui, il est une invention. Pour le coup, Dardenne, il n'a même pas à diriger, il invente. Tout le temps, pratiquement tout le temps. Hein. Par exemple, toutes les scènes, sa façon d'être un inquiet, un policier inquiet, tout ça, il l'a renforcé par les mimiques, le jeu. Non, c'est un acteur. Et puis en même temps, on ne sent pas qu'il joue. C'est ça qui m'a paru séduisant. Il a eu ce physique curieux. Le physique l'emporte, quoi, souvent. C'est le physique qui l'emporte. Et les mouvements, la façon de bouger. Que dire d'autre? Sur le cinéma, quand on voit un film comme Mercredi, et là encore une fois, c'est pas du tout pour t'accabler, mais quand on fait le cinéma que tu fais, je me dis, mais peut-être c'est pas vrai, c'est pour ça que je te pose la question, que ton maître absolu, ça doit être quand même quelqu'un comme Jean Renoir. Est-ce que c'est vrai? Oh, il adore ces films, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est aussi Macaré. Hein. Là, j'ai envoyé Elle et lui, mais quel film. L'économie. Chez Macaré, il y a plus d'économie que chez Renoir, qui est un génie absolu. Hein. Mais je penserais plus à Macaré. Tu m'as posé quoi comme question? Renoir. Renoir, oui, bon. Renoir. Je l'ai rencontré même avec Rosier quand il habitait du côté de l'avenue Frochot. Il était très abondant en bavardage et il donnait beaucoup de conseils tout le temps. La Pauvercy, il faut faire ça, la Pauvercy, il faut faire comme ça. Bon, et Rosier était tellement en admiration et en fascination. Bon. Moi, j'étais. Non, c'est pas ça, je regarde tout le temps. J'ai toujours une espèce de petite distance contemplative ou critique. Critique, c'est trop fort, mais je regarde ce qui se passe. Ce qui m'a le plus intéressé, c'était Rosier, d'ailleurs là, dans ces entretiens avec Renoir, c'était l'attitude de Rosier, qui était bouche bée constamment, qui était en admiration complète, bon, puis l'autre qui s'agitait sur sa chaise, mais moi c'est ça que je retiens dans ce qu'il a pu nous dire. Bon, c'était sur la simplicité de la mise en scène aussi. Hein. Ne compliquez rien. Alors, Roger était de cet avis-là. Moi, j'avais encore rien fait, mais j'étais journaliste à l'époque. Mais ne compliquez rien. Et Jacques Rosier, justement, puisqu'on en parle, donc interprété par Pierre Arditi dans Le Grand Appartement, Ouais. le film n'est pas encore passé. Sous le nom d'Églantier. Sous le nom de Églantier. Églantier. Ouais. Alors, lui, c'est en voyant ces films que tu allais vers lui. Enfin, comment vous vous êtes rencontrés? Comme journaliste, on s'est rencontrés au Cinémathèque, on a parlé, et on a une relation amicale quasi immédiate, et puis bon, on s'est beaucoup vus, et c'est devenu un ami très cher, comment dire,
un commensal. Voilà. Non, puis j'aimais tout ce qu'il était. L'histoire est connue. Bon, il était fauché, il m'a demandé, il devait déménager un peu dans la cité, dans la section que je connais aujourd'hui, où on est viré des appartements parce qu'on a des difficultés à payer. Donc lui, c'était vraiment viré. Il me demande, est-ce que tu peux pas me loger une semaine? Et à l'époque, bon, c'était des heures glorieuses de publicitaire. Donc on habitait un appartement considérable de 400 mètres carrés au de Babylone, juste au-dessus de chez Saint-Laurent. On a habité là assez longtemps. Et merci la publicité. Et c'était donc l'immeuble de Pierre Berger et Mick Jagger. Ouais, non, Mick Jagger, c'est lui qui a acheté l'appartement qu'on a abandonné. Voilà, c'est le propriétaire le locataire d'appartement. Moi j'étais qu'un locataire qui avait du mal et qui ne payait plus au bout d'un moment. Mais enfin, on a fait le grand appartement, je ne sais pas sur ce thème-là. Notre vie nourrit des sujets de film. Et donc, il m'a demandé est-ce que tu peux me loger pendant une semaine, comme tu veux. Il est resté 8 ans. Bon. Mais bon, c'était très 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 agréable. C'était ma fille là, qui jouait dans le film. C'était un peu. On devait habiter, quand on attendait ça, on devait habiter le grand appartement. Elle adorait, ses copines aussi. Il était très plaisant. Et on a même eu plusieurs projets ensemble. On a tourné un film ensemble, Nono Nénès, qu'on va voir je ne sais pas quand. Et on a eu un projet avec Tapi. Et parce qu'il voulait en faire vraiment un chef d'entreprise à la Tapi, d'ailleurs. Donc il y avait plusieurs repas chez nous, avec Tapi qui bavard. Rosier qui n'écoutait pas, il y avait des filles qui étaient là, il est en train de rigoler avec elle. Et à un moment, Tapi dit, bon, si je suis là pour qu'on ne m'écoute pas, c'est pas la peine de venir. Et les gamines ont arrêté de rigoler. Enfin, les gamines, c'était des jeunes filles. Mais et j'ai très bien cuisiné. Rosier, c'était très long. C'est comme pour ces montages. Quand on a fait le film, quand on a fait Nono Nénès, on était à Cannes, à l'époque, c'était Jean Drucker qui était à la télévision. Bon, on voit un truc, et il dit, je veux bien le faire, mais c'est parce que vous êtes là, parce que Rosier, je sais que le film ne sera jamais fini. Pas du tout, je suis là, bien sûr. Et bien, le film n'a jamais été terminé. Il est plus fort que tout, Rosier. Mercredi, folle journée, est-ce qu'il y avait aussi l'envie de filmer Victoria, ta fille, à un certain âge? Parce que là, pour le coup, ce film que je n'avais pas revu depuis longtemps, j'aurais dû lui dire à l'époque, ça lui aurait fait plaisir, mais elle est particulièrement bien. Tous les enfants, tous les adolescents sont bien, mais c'est vrai qu'elle irradie, quoi, littéralement. Est-ce que tu avais envie de capter ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire était l'histoire d'un père et de son fils. Et tout était préparé, on allait partir pour Nantes. Je te dirai un mot sur Nantes après. Le père du fils vient nous voir, on doit tourner le mardi, on partait le samedi, le père du fils vient nous voir vendredi en disant « Non, mon fils ne fera pas le film, j'ai choisi pour lui un autre film où il est mieux payé. » Donc, on se retrouve à 4 jours de tournage, sans l'acteur principal quasiment, oui, et surtout, il y a des règles, il faut que les enfants soient déjà dépassés la commission, etc. Donc j'ai regardé tous les enfants qui étaient engagés, ma fille devait être avec le groupe des petites filles qui sont là, et je me dis, je vais la prendre, elle n'avait jamais joué de sa vie. Elle a pleuré, je ne vais plus être avec mes copines, mais si, je vais te faire des scènes avec des copines, t'inquiète pas. Et ça lui a beaucoup plu. Le premier jour de tournage, elle a dit, j'aime beaucoup. Donc ça lui a énormément plu, et elle a été, elle était facile à diriger, elle dirigeait même Lindon. Lui n'est pas facile à diriger. Non, mais il le dit d'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé. Non, mais c'était insensé, il y a des photos d'eux sur le tournage où on voit qu'il l'écoute, et lui, il parle aussi, mais bon. Ah non, mais ça a été une chose au cinéma qui est très plaisante, on parlait de Thomas Carré, c'est créer des couples. C'est-à-dire que le Macaré, il y a Laurel qui joue dans un coin, et puis d'un coup, et Radi ailleurs, et Macaré a eu l'idée de les réunir.
c'est à un niveau très 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 inférieur. C'est la même chose pour Catherine Fro et Dussolier. Et pour la réunion, le couple formé par Victoria et Lindon, c'est un miracle vraiment, puisqu'on c'était pas l'idée. Les gamins, ils nous apportent beaucoup, les enfants. Ils sont inventifs. La scène de défilé, on lance la scène, il y a des vêtements qui sont créés par Maud Molineux, qui était Louéla intérim dans Libération, qui était un grand tu l'as connu, Maud, qui était un type vraiment génial, et qui était ravi il s'est disputé avec les gens de Libé. Et quand je lui ai proposé de s'occuper des costumes dans les films, il en était ravi, et puis il l'a fait avec son génie absolu. Il y a des types les plus fins vraiment que j'ai rencontrés. Il y a eu lui, il y a Lourcel, il y a Duval, il y a mon professeur de 6e Bouffartigue, mon voisin de gauche. Il y a un très grand acteur, j'ai mis un moment à le reconnaître parce que maintenant il a pris 20 ans, comme nous tous, mais qui joue l'avocat et qui est fait pour jouer les avocats, grand sociétaire de la comédie française, c'est Hervé Pierre. Et c'est vrai qu'il a une autorité dans ce cafarnaum du palais de justice de Nantes. Ça, par exemple, ces scènes-là sont très réussies. Vraiment très réussies. C'est gentil. Mais moi, ce qui me plaît, c'est quand il y a beaucoup de monde. Je me sens allé, à mon avis, ça doit venir de mes années de pension. En pension, au lieu de en vacances, tu grandis au milieu d'une collectivité. Et je suis à l'aise, plus il y a de monde. Il y a peu de dialogue où il n'y a que 2 personnes dans la scène, dans mes films, et plus il y a de monde, plus on peut en faire passer, plus on fait interrompre la scène, etc. Là c'est incroyable. Hein. En regardant, je dis, mais comment est-ce qu'on a fait ça pour que ça soit aussi clair et aussi animé? L'animation, c'est ce qui me séduit beaucoup. Animation, agitation, sans que ça soit mécanique et sans que ça soit chaotique, oui, ça c'est très réussi dans le film, mais ce qui frappe en le voyant, c'est que ça coexiste avec autre chose. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant celui-là. Disons, c'est une certaine forme quand même de contemplation. C'est-à-dire que quand il y a cet autorail, là, ce petit train qui traverse la campagne, elle va accoucher, il y a des panoramiques que vous avez fait avec Christophe Beaucarne pour montrer qu'ils sont vraiment du paysagisme, enfin pour montrer le calme des paysages, l'agitation des humains dans des paysages un peu immémoriels, enfin il y a de ça aussi. On parlait de miracle, il y a eu un miracle, un moment pendant qu'elle accouchait, on a eu des plans plus serrés, etc. Mais on était dans les plans larges, avec au fond les gens qui descendaient du train, qui regardaient, etc. Et je sens, je suis du coin, j'ai des frissons en y repensant, je sens que la lumière va changer. Et je dis à Beaucarne, pas note à ta gauche, pas note à ta gauche. Donc il y a ce panneau sur la gauche, et à ce moment-là, il y a le vent qui se lève, la lumière qui vient, comme si l'univers saluait cette naissance. Il a ressenti ça comme ça. Bon, et donc les vaches, nous regardaient, et je dis, ça serait bien que ces spectatrices-là aussi. Et Beaucarne, elle était au fond du Beaucarne, allant chercher les vaches, se mettant à quatre pattes, poussant des petits cris, etc. C'était hurler de rire. Et elles sont venues, les vaches. Oui, c'est très réussi. Et c'était pas écrit, tu vois, le scénario. Mais comme les panoramiques dans la même direction sur Nantes il faut ce que la nature te donne, la nature humaine, il faut le prendre. Pour Nantes, on cherchait une ville au bord de la mer. On est parti du Crotoy, on descend pour voir, on était repassé par La Rochelle, etc. Et on arrivé à Nantes, la lumière était si belle que j'ai fondu en larmes. Il dit, c'est là, quoi. Et la lumière, je pense, est un des éléments, je ne vais pas dire un des personnages, parce que ça serait grotesque, mais disons, un des éléments forts de ce film-là. On a eu beaucoup de chance avec cette lumière nantaise. Est-ce que vous avez des questions? Parce que nous deux, on peut continuer longtemps, il y a longtemps qu'on le fait. Monsieur?
Bonsoir, merci beaucoup. C'est très anecdotique, mais moi je suis nantais, et bravo pour la lumière. Et vous n'avez pas filmé le passage Pommeraye, et d'habitude au cinéma ils filment toujours le passage Pommeraye. Oui, justement, vous devez dire pourquoi. Exactement, merci. Oui. Et quand j'étais gamin, il y avait un clochard qui était hyper sympa avec une grosse barbe et qui s'appelait Ulysse. Et là j'ai vu qu'il y avait Ulysse, est-ce que c'est bien lui? Il est passé. C'est lui. Ok. C'est lui, oui, c'est lui. Vous lui avez dit, Oui. venez. Ah oui, il fallait de la figuration singulière, comme toujours. Et cet Ulysse, un coup, on le rencontre, on parle, il m'amuse, et puis il existe pleinement. Hein. Donc, il est dans le film plusieurs fois. Quant au passage Pommeraye, je n'avais pas tourné là, parce que bon, ça avait été tellement bien filmé par Jacques Demy que je trouvais exagéré de filmer à mon tour. D'autres questions? Oui, merci pour ce film. Moi, je découvre Pascal Thomas. Je ne connaissais pas. J'avais deux questions à lui poser. Est-ce qu'il y a, je vais revenir sur l'avant-première, comment dirais-je, une fin il a pensé, je suppose, à Jacques Tati. Je vois vraiment jour de fête quand le François il tombe dans l'eau là, et c'est un peu. Est-ce qu'il a pensé à Jacques Tati? Et je pense que le jeu avec les enfants aussi, je pense à Parade notamment, où la caméra file, il laisse filer la caméra avec ce jeu magnifique d'enfants là. Et puis aussi la deuxième, enfin, deuxième question, c'était, comme c'est un monsieur très littéraire, Pascal Thomas, je pensais que vous avez fait une référence à Stendhal, parce que votre film d'avant-première, là, il y a beaucoup d'amour, et il est un peu moins gore que celui-ci, que je viens de voir là, un peu plus léger, je dirais. Et la référence à l'amour Stendhal, avec la cristallisation, etc., et puis le syndrome de Stendhal qui va avec, voilà, je pense que vous y avez pensé, à mon avis. Enfin, c'est une question, hein. Est-ce que vous y avez pensé, pardon? On ne pense pas à toutes ces choses-là. Tati, j'y ai pas pensé du tout. Je me souviens même pas de la chute dans l'eau. Non, ça vient qu'il fallait conduire notre personnage dans un tribunal imaginaire. Super. C'était une façon de faire. Les enfants, pour moi, les enfants sont ceux du film. Hein, je ne sais pas. On pense pas, quand on tourne, on pense pas. J'étais toujours étonné d'ailleurs quand Chabrol me disait j'ai pensé à ce plan-là, j'ai dit bon. Personnellement, je pense à ce qui se présente devant moi, est-ce qu'on va en faire. Vous voyez, j'allais dire, est-ce que je vais en faire? Oui. C'est pas vrai. Est-ce qu'on va en faire, toute l'équipe, moi, les acteurs, etc. Bon, puisqu'il y a beaucoup de transformations, enfin, c'est comme quand vous prenez les peintres, ils modifient leurs touches, etc. C'est à peu près pareil. D'un coup, il y a une touche qu'on va rendre plus forte ici, on va adoucir tel plat, telle couleur, etc. Mais les enfants, non. Et ni Tati, pour Stendhal, oui, bon, c'est un des auteurs que j'aime beaucoup, puisque j'ai beaucoup Léoto, donc j'aime bien la spontanéité de Stendhal, qui n'est pas toujours évidente d'ailleurs. Oui. J'aime bien sa rapidité. Hein, écrire un peu plutôt que les 6 ans pour Madame Bovary. Je préfère les 3 semaines pour je ne sais plus lequel de Stendhal, c'est pas de l'amour, c'est... Comment? Lucien Leven? Non. Non, c'est pas... Non. Il écrivait très vite, ça me plaît. Et c'est ce qui plaisait aussi à Léoto, sur lequel, avec Jean Lourcel, on voulait faire un film qui malheureusement ne s'est pas fait, qui adorait la rapidité, qui ne voulait pas de rature, des choses comme ça. Et le sujet avec Lourcel, c'était la jeunesse de Paul Léoto, Paris de 1890 à 1910. C'était l'occasion, on avait écrit le scénario, l'occasion de filmer tous les milieux littéraires du début du siècle, hein, avec tous les grands écrivains de fin de siècle et du début du siècle, qui étaient jeunes, hein, comme Rémy Dourmont, Valéry, Léoto, c'était pas le Léoto à Barbiche, et comme
dont on a tous l'image, c'était un jeune homme, ça a été, on était presque en production, c'était l'antenne 2, je ne me rappelle plus le temps du type de la 2, c'était pas antenne 2, c'était un autre nom, mais qui voulait bien le faire. Malheureusement, il y a un Mitterrand a été élu, et vous allez voir le rapport, Moati est devenu patron des télévisions, il a viré tous les projets. Et après, je l'ai revu, je lui ai dit, t'es couillon, parce qu'il y a un projet, personne ne le fera jamais, sur les milieux littéraires en France, à cette époque-là. On voulait faire une série, c'était 6 épisodes, et c'était, à mon avis, quelque chose qui aurait pu intéresser, et pas seulement les littéraires, hein, parce que il y avait comment ça s'appelle, Jarry, il y avait des gens comme ça, bon, Rachid, bon. Autre question. Bon. Non, ça arrive. Bonjour monsieur, j'aurais aimé savoir quel a été votre rapport avec le monteur, parce que le travail de montage a été, me semble avoir été énorme. Combien ça s'est passé Pour ce film-là? Oui. Bon, ça s'est bien passé. C'était Hélène Klemenikoff, non? Ah oui, c'était qui? Catherine Dubot, une très très bonne monteuse. Bon, ça s'est très bien passé. Bon, là, par contre, au montage, nous sommes, avec les scénaristes, nous sommes très très présents. Très très présents. Et là, comme encore une fois, c'est surtout que ne pas être trop long, parfois on se trompe, ne pas s'ennuyer, que les choses soient qui a un rythme qui est très 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 plaisant, quoi. Faut pas comment dire que ça n'arrête pas. Dans ce film-là, je crois que ça n'arrête pas. Hein. Ouais, mais voilà, pour ce qui est du montage, que les choses, ne pas laisser de choses tout est clair dans l'obscurité, que tout soit bien compris. Même là, il y a des problèmes de son, là, je ne sais pas, c'est l'âge de la copie, c'est des phrases qui sont difficiles à comprendre. Le petit texte sur les chronos, ça m'embête de ne pas l'avoir entendu complètement. Ben de ce point de vue-là, ça vaudrait le coup de numériser le film, parce que tu gagnerais en netteté sur le son et en définition sur l'image, mais il ne faudrait pas perdre le moelleux et la sensualité de la lumière. Ou le sous-titrer. Non, Pour rigoler. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pas pour le film d'aujourd'hui, mais c'est pour une question sur un film que j'ai vu, je ne sais pas, peut-être une dizaine de fois, c'est Pleure pas la bouche pleine. Et je me suis toujours demandé comment vous aviez réussi à trouver ce titre. Est-ce qu'il y a une explication, voilà, la genèse de ce titre par rapport au film, si vous avez une explication à me donner. J'ai une anecdote à vous donner, l'explication, j'en donne rarement, mais je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas qui peut expliquer dans la vie, mais l'anecdote est la suivante. J'avais fait les Ozos, c'était très très bien passé, miraculeusement passé. Claude Berry avait voulu faire le deuxième, enfin, il y avait eu des problèmes avec Albina parce que je n'avais pas tourné ce qui était écrit, j'avais écrit autre chose, et au lieu d'avoir... J'avais transformé un film biographique personnel en une biographie collective, puisque c'était tout un lycée, toute une classe, etc., que l'on voyait dans le film. Albina n'avait pas apprécié tous ces changements. Et après, je voulais continuer à faire un film, et on avait... et on tournait il y avait quelque chose qui avait été écrit, on avait tourné avec Claude Berry, qui produisait, qui avait voulu produire. Donc voilà, c'était un film qui se passait à la fois l'hiver et l'été. On a commencé par l'hiver et l'équipe était très très déplaisante. Elle était très syndicaliste, mais pas anarcho. Elle regardait ça. C'est des gens qui regardaient leur montre plutôt que de regarder les scènes, ce qui me déplaisait. Et ensuite, on tourne ces 4 semaines. Avec Claude, on part en janvier pour trouver les décors des scènes d'été. Moi, j'étais venu avec une amie. Lui, il y avait le directeur de production était là aussi. On fait des repérages assez rapidement. Et dans les conversations que j'ai eues avec ces jeunes filles, tout à coup, j'ai l'idée de quelque chose. Et Claude m'interroge et me dit, est-ce que tu as
une idée pour ton troisième film. Et je lui raconte l'histoire, je dis, ben voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille, c'est ses premières amours, sa formation, c'est sentimental, tout ça. Et je lui raconte un peu le film. Et Claude arrête la voiture et il dit, bon, ben, ce ne sera pas ton troisième film, ça sera ton deuxième film. On jette à la poubelle les 4 semaines de tournage, ça c'est vraiment un vrai producteur, et je reviens avec 25 pages qui se décident, qui décide de tourner, et là, à partir de là, bon, on fait le casting, et c'était, une des raisons aussi, c'était de faire quelque chose avec la jeune fille Annie Collet, qui n'était pas comédienne, qui était une lycéenne de Montargis, qui jouait dans les autos, elle m'avait paru un physique très, très aimable, singulier, qu'elle a trouvé très belle, enfin, ne ressemblant pas aux actrices du moment. Enfin, c'est ce qui m'avait vraiment poussé à faire ce film. Oui. Une dernière question. Madame. Là. Voilà, derrière vous, madame. Attendez, le film s'appelait, pour bien le définir, le premier titre c'était Promenade champêtre avec une jeune fille de bonne famille dont les rougeurs délicates trahissent légèrement les mois profonds. Voilà, c'est ce que nous a conduit à faire le film. Je voudrais terminer sur la thématique de la cinémathèque à propos des accidents. Et en fait, cet été, en passant par la gare d'Aix-les-Bains, je me suis rappelé un certain jeune homme qui jouait la Marilyn en kilt, et je voulais savoir si c'était un accident. Accident. Quel accident, pardon? Dans le film où André Dussolier fait la Marilyn en kilt en tant que, comment il s'appelle, en tant que Bélisaire. J'ai pas compris. Moi non plus. Allez-y. En fait, vous avez une scène qui normalement qu'à la gare d'Aix-les-Bains, où vous avez André Dussolier qui est en kilt et il passe au-dessus d'une bouche d'égout, Oui. et il se transforme en Marilyn Monroe. Oui. L'histoire du kilt, oui. Voilà, et je voulais savoir si c'était un accident, parce que c'est la Ah thématique. non, de pas du cinémathèque. tout, c'est dévolu. Non, c'est dévolu. On a même demandé à Dussolier de ne pas porter de culotte. Et si vous avez, à mon avis, vous avez dû être très très attentive et vous avez vu qu'il n'avait pas de culotte. Non? Bon. Non, c'était pas un accident du tout. Il y avait des gens qui faisaient de la soufflerie sous la grille, oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un film qui a fait beaucoup rire en Écosse. Ouais, ça a bien marché en Écosse. Ben, on terminera là-dessus. Merci, madame. Merci, Pascal. 18h30, confidence, et vers 20h30,